On n'est pas attendu quand on est analyste sur la question de l'écologie. En fait, c'est une expression qui nous vient d'un collègue qui, il y a déjà plus de 20 ans, a montré à quel point Lacan s'était intéressé à cette question et qu'elle intéressait les psychanalystes à partir de la question de la pollution que Lacan avait vue dans un texte qui s'appelle Littérateur de l'avion. Il voit les sillons que creusent certains fleuves, c'est ce qui va l'engager à travailler sur la question de la lettre. Et ce collègue qui s'appelle Éric Laurent, qui a écrit un article phare dans notre revue, dit qu'il y aurait là les fondements d'une écologie lacanienne. Et donc on l'a interrogé sur cette question et on s'est dit, au fond, c'est vrai que contre tous les a priori, on est comme analyste concerné par cette question de l'écologie, non pas comme une question qui serait politique, comme un parti politique, mais parce que d'abord on est concerné au premier lieu par le lien social. Ce dont souffrent les patients, c'est dans leur rapport à l'autre. Et donc faire une analyse, c'est venir régler sa position par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, bien sûr, comme analyste, dans nos cabinets, on entend à quel point ce lien social touche intimement nos patients. Et donc, du côté, par exemple, de nouveaux diagnostics, tels que l'éco-anxiété, donc on s'est saisi de cette question. Ce qu'on a découvert, c'est que Lacan a beaucoup travaillé sur le lien social à la suite de Freud, où Freud a d'emblée mêlé psychologie individuelle et psychologie collective. Lacan a fait un pas supplémentaire. Il a une citation très connue qui est en définitive, en fin de compte, il n'y a que ça, le lien social. Lacan montre à quel point l'inconscient est touché par les discours courants. Donc bien sûr, la question écologique, la question des multiples crises qui s'imbriquent aujourd'hui résonne dans nos cabinets. Mais Lacan, il en avait déjà parlé, lui, dès les années 70, puisqu'il s'est beaucoup intéressé au discours qu'il appelle le discours capitaliste, qui, dans une alliance certaine avec la science, produit toujours plus notamment de déchets. Et donc cette question du déchet, il va beaucoup en parler, il en fait même le signe de la civilisation humaine. Là où il y a civilisation, il y a pollution, il y a déchets, dit-il. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que le fondateur de cette revue, Jacques-Alain Miller, qui oriente l'école de la cause freudienne et cette revue, a voulu. C'est-à-dire que cette revue mentale, qui est une revue de l'Eurofédération de psychanalyse, soit ouverte sur l'époque, dans un dialogue avec d'autres champs. Le signifiant mental, c'est pas un signifiant psychanalytique, c'est un signifiant qui renvoie plutôt à toute la question neuro. Donc mental, c'est ouvert sur les discours contemporains. Alors c'est une revue qui interprète au fond les discours, où nos collègues analystes interprètent les discours de l'époque, mais où aussi on s'enseigne d'autres champs pour saisir un petit peu, comme je disais, cette résonance entre la façon dont ces discours contemporains marquent les inconscients d'aujourd'hui. Lacan a une phrase à Baltimore qui est très importante pour nous, où il dit, au fond, l'inconscient, c'est la langue concrète, c'est le langage concret que parlent les gens. Vous voyez, donc pour revenir sur ce lien entre psychologie individuelle et collective. Et donc c'est vrai que Lacan lui-même s'est beaucoup intéressé à d'autres champs, bien sûr avec l'anthropologie, Lévi-Strauss, la littérature. Il a montré comment les artistes frayent la voie aux psychanalystes, c'est-à-dire mettre des mots concrets, mettre en forme des choses que nous, on essaie de théoriser et qu'on rencontre dans la clinique. Donc ils ont toujours un temps supplémentaire devant nous. Et puis, c'est pourquoi on poursuit cette voie-là. Bien sûr, sur écologie lacanienne, il nous tenait beaucoup à cœur de rencontrer Bruno Latour, qui est quelqu'un qui lui-même a fait tout un trajet de l'histoire des sciences à la question écologique, à partir d'un point très intime. Il dit que c'est une angoisse qu'il a saisie au moment où ses doctorants lui ont dit qu'ils avaient décidé, étant donné les prévisions des scientifiques, de ne pas faire d'enfants. Et il témoigne très bien du fait que ça a résonné très profondément chez lui et qu'il a voulu transmettre en quelque sorte cette angoisse autour de lui et du coup se mettre à travailler à plusieurs sur cette question. Donc vous voyez comment c'est un point très intime qui lui permet de se mettre au travail avec d'autres. Et au fond, nous, ça nous intéresse puisque c'est toujours d'un point intime qu'on part et ensuite on le sublime, on produit un objet. Nous-mêmes, comme analystes, on a produit cet objet à partir d'une interrogation sur
sur qu'est-ce que c'est que ce déni, qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'impuissance. Tout ça, c'est quand même un vocabulaire très psychologique. C'est en ça que les analystes ont à dire quelque chose. Ce que disait Lacan, c'est que l'analyste doit se tenir à l'horizon de la subjectivité de son époque. C'est-à-dire, c'est pas un analyste retranché dans son cabinet, c'est un analyste qui est capable d'interpréter les discours, de saisir ce qui se joue pour un patient, pour le relancer dans son désir et qu'il puisse être moins écrasé aussi par ces signifiants qu'on appelle maîtres de l'époque. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, ça part toujours, si vous voulez, comme analyste, on ne va jamais penser d'un point de vue collectif. On va toujours penser d'un point de vue singulier de comment relancer un sujet écrasé dans son désir. Donc évidemment, ça ne sera pas du côté de l'incitation politique, même si relancer quelqu'un dans son désir, c'est quelque part éthique et politique, puisque c'est en lien avec l'autre, comme je le disais. Donc ça, c'est la première chose. Au fond, je parlais de déni, je parlais d'éco-anxiété. On assiste aujourd'hui à quelque chose qui se dévoile de ce que nous, on appelle, à la suite de Lacan, la non-existence de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de garantie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu un certain déboussolement généralisé qui est apparu avec la pandémie, qu'on ressent aussi avec le réchauffement climatique. Comme vous le dites, il y a une forte inaction collective et qui conduit, au fond, à ce que les sujets se sentent comme ça soumis à une espèce de désorientation généralisée, soumis aussi à une certaine forme de mélancolisation du monde. Lacan dit il parle de la montée au zénith social de l'objet A. Cet objet A, il est très compliqué à comprendre, mais on peut voir comment on est entouré de gadgets que produit le capitalisme et qui promettent de combler notre faille. Cette faille, elle vient d'une désharmonie profonde avec le monde. Eh bien, ces gadgets, ils finissent dans des décharges et voire même, c'est les déchets dont je parlais tout à l'heure, à l'occasion, on peut soi-même se sentir déchet quand on a été un petit peu trompé par cette idée qu'on pourrait être complémenté comme ça par les objets. Et donc, c'est un moment comme ça qu'un collègue qui s'appelle Guy Briol, qui écrit un très bel article dans la revue, nomme mélancolisation du monde. Donc, face à cette prolifération des gadgets qui ne comble pas notre manque à être, face à cette idée d'être écrasé, comme je disais, soi-même un déchet, on voit bien comment un certain nombre de sujets humains aujourd'hui sont traités comme des déchets. Il s'agit de pouvoir reprendre le cours de son propre désir à soi. La question du déchet, on y a affaire comme analyste aussi, puisque on travaille avec les déchets de l'inconscient, les rêves, les lapsus. Donc, vous voyez, il y a tout un fil qui est de ce côté-là et qui, au fond, on parie là-dessus. On parie sur le fait, c'est l'offre que fait une psychanalyse, de pouvoir retrouver le fil de son désir, de pouvoir s'écarter de cette mélancolisation qui traverse aussi aujourd'hui les sujets collectivement, pour pouvoir, du coup, retrouver une présence au monde qui peut permettre alors éventuellement de s'engager dans un parti ou alors d'agir soi-même. Voilà, mais ça sera jamais, on va jamais agir sur un groupe de personnes. Ça sera effectivement, c'est ça notre visée, à partir d'un point intime, un point d'angoisse intime sur lequel il s'agit de travailler. Alors, il y a dans ce que je nommais cette interprétation des discours de l'époque, il y a aussi essayé de voir comment, je disais que Lacan avait montré à quel point les inconscients sont pétris par la pâte langagière de l'époque. Éloi Laurent, c'est quelqu'un qui a été, il nous l'a dit, il en a témoigné lors de l'interview, il a été marqué, baigné dans un milieu familial où on s'intéresse à la question de ce que les mots veulent dire. Et donc, lui va déconstruire, c'est un économiste qui déconstruit de l'intérieur les présupposés économiques. Et ce qu'il appelle, c'est les mythologies économiques. Et il montre à quel point on n'utilise pas tel mot pour dire tel autre. Il est extrêmement précis et il montre ce que recouvre au fond le discours économique dominant et à quel point il s'agit de pouvoir dévoiler au fond un soubassement idéologique, sous couvert de positions scientifiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que Éloi Laurent nous invite, comme on le fait dans le numéro, à relier les différentes crises pandémiques, crises évidemment psychiques que ça induit, mais aussi crise
écologique. Et en ça, c'est vraiment très important, puisque nous-mêmes, comme analystes, on est touchés par cette question de l'inséparation foncière dans laquelle on est aujourd'hui. Lacan disait c'est très important qu'on puisse rester séparés. C'est structural, on a besoin de pouvoir avoir une certaine distance par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, dans cette époque de marché globalisé, on voit bien, avec la montée des racismes, des ségrégations, à quel point cette séparation est importante. Et Éloi Laurent nous apprend, lui, avec ses termes à lui, du côté économique, à quel point on est inséparés, à quel point les crises sont inséparées, et qu'il s'agit de penser à partir de ça. On peut se dire que un patient arrive tenaillé, au fond, il arrive en analyse tenaillé par l'angoisse, avec cette question qui est aussi, pour le coup, un écrasement qui peut être vécu dans son travail, dans l'amour, un écrasement, une énigme par rapport à sa position dans l'autre. C'est-à-dire, là, on est du côté collectif. Et il s'agit de se ressaisir de cette question de manière personnelle. Et on parie, au fond, que ce réveil-là, essayer de se réveiller à son désir, finalement, pourra avoir une influence justement sur le lien social. Vous voyez, on dit, parfois on entend, certains patients peuvent dire à l'occasion, au fond, faire une analyse, c'est très bourgeois, c'est très narcissique, c'est très occidental. Oui, tout ça, mais il s'agit de régler, de prendre ses responsabilités dans son existence pour pouvoir régler au mieux sa position à l'égard de l'autre. Et ça, c'est quand même très précieux parce que ça joue, ça contribue au lien social. Les psychanalystes contribuent au lien social, en tout cas tels qu'ils sont orientés par Lacan, par Jacques-Alain Miller, la manière dont Jacques-Alain Miller nous a transmis l'enseignement lacanien.